Très chers téléspectateurs, famille de Côte d'Ivoire, famille d'ici et d'ailleurs donc, qui nous regardez donc tous les soirs. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cette émission, on la commencera en disant qu'on ne recevra pas ici un représentant du Parlement kényan, juste parce que là-bas, on a dit que ce serait désormais plus ou moins interdit ce vêtement qu'on a appelé le Kenneth Kaunda, du nom de l'ancien président zambien, qui faisait la promotion de cette tenue qui n'avait rien à voir avec les costumes, qui serait plutôt un marqueur européen. On ne recevra pas de représentants de cette partie. Mais on ne recevra pas non plus de représentants africains parce que la dette africaine est de plus en plus au cœur des débats. Deux orthodoxies qui s'opposent, celle qui veut qu'on recourt à la dette pour mieux financer nos économies, et puis d'autres qui disent bon, la dette, ça nous empêche d'avoir notre souveraineté un peu plus soutenue. C'est un vrai débat. Une chose est sûre, l'Afrique a besoin de plus d'argent pour permettre à l'éducation, aux routes, à l'économie de mieux tourner. Et parfois, cet argent est dans les poches de pas mal de personnes multinationales et autres personnes qu'il faut craindre, qui sont les prédateurs de l'économie, n'est-ce pas, Christelle? Exactement. Mais ce soir, André, on ne parlera pas des prédateurs de l'économie. On réservera un plateau plus approprié avec toutes les informations et on en discutera. Ah, vous avez bien travaillé. Ce plateau va être pas mal. On parlera de sport, on parlera encore de culture avec l'ambassadeur du Maroc, le dialogue des cultures et tout ça, c'est pas mal. Alors, André, le temps que tout ceci se mette en place, juste une petite pause et on revient tout à l'heure. Nous sommes là, évidemment, Christelle, comme tous les soirs, avec quelques représentants de notre collège, j'allais dire, de chroniqueurs. Oui, pas collège électoral, mais collège de chroniqueurs. Je commencerai par la dame. Sarah. Bonsoir Christelle. Bonsoir, comment André. ça va? Très très bien, comme un vendredi. Voilà, comme un bon vendredi. Comment ça va, Barry? Je vais bien, Christelle. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, André. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Élisée. Bonsoir à la team. Élisée Boloubeux, toujours un plaisir de vous avoir les vendredis, très cher. Plaisir partagé. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, André. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir à vous tous, les amis. Vous le savez, il était un visage de la jeunesse triomphante autour d'Alassane Ouattara. Et puis hier, à travers un communiqué de la secrétaire générale adjointe de la présidence, on a appris que les fonctions de Abdourahmane Cissé étaient donc complètement abrogées en qualité de secrétaire général de la présidence de la République. Comment nous apprenons tout cela, Christelle? Justement, André, hier, vous l'avez dit, un communiqué de la présidence de la République nous annonce, voilà, que le président met fin donc aux fonctions de son ex-secrétaire général à la présidence, Abdourahmane Cissé. Voilà, ce soir, on en parle parce qu'on aimerait justement comprendre un peu les conditions, les circonstances de ce limogeage, pas d'émission, mais limogeage, on en parle justement sur ce plateau pour en savoir davantage, André. Et on démarre avec Sarah. Oui, mais déjà vous faites bien, restons un peu sur la sémantique. Oui. Est-ce que, selon nos amis, ils vont nous répondre là-dessus, le président aurait pu, enfin le président, en tout cas la présidence, aurait pu nous dire, écoutez, Abdourahmane Cissé a démissionné ou a demandé à partir. Est-ce que ça, le fait que ce soit écrit comme on l'a lu, ça correspond à un limogeage, selon vous? Sarah? Bon, j'ai envie de dire, ça dépend des articles déjà de presse qui s'adonnent tous à voilà, donner un petit peu leur analyse de la situation. Bon, moi en tout cas pour ma part, j'ai lu que c'était plutôt une démission qui avait été voilà, même déposée il y a quelques semaines. Maintenant, bon, je pense qu'on aura un petit peu plus de détails sur la manière dont Abdourahmane Cissé a quitté ce poste. En tout cas, une chose est sûre, sans aucun doute, il incarnait vraiment ce renouvellement générationnel qui tenait vraiment à cœur le gouvernement et surtout le parti du RHDP. Donc c'est un peu avec surprise que l'on apprend tous cette information.
Il incarnait beaucoup de sérieux, beaucoup de travail, à travers notamment toutes les positions qu'il a pu avoir à un âge quand même assez jeune, 32 ans 32 déjà. ans déjà, oui. Il est rentré au ministère avec la fonction, il travaillait au ministère du Budget, au portefeuille de l'État. C'était en 2013, donc à cette époque-là, il avait 32 ans, donc très jeune. Et puis depuis, il a connu une ascension assez fulgurante jusqu'à devenir secrétaire général de la présidence de la République. Donc on n'imagine pas qu'à ce poste-là et à cet âge-là, on ait envie de déposer une démission. Et en même temps, on ne peut pas aussi se dire que ça paraît naturel que du côté du gouvernement, on a envie de se débarrasser d'une figure pareille. Se débarrasser, ça. Je ne sais pas quel est le bon terme à utiliser en tout cas, mais c'est une grosse surprise, se séparer, oui, parce qu'il n'y a aucun intérêt pour le gouvernement actuel de séparer d'un profil pareil. Le président Alassane Ouattara a toujours aimé s'entourer de jeunes personnes au profil aussi dynamique. C'est quelqu'un qui avait beaucoup aussi déjà fait ses preuves à l'étranger, il est un ancien banquier chez Goldman Sachs, etc. Donc c'était vraiment un plus pour le gouvernement. Et au vu de son ascension aussi, j'ai envie de dire qu'on le sait que c'est quelqu'un qui travaille extrêmement bien, une personnalité assez humble. Donc beaucoup de questions aujourd'hui. Très bien. Barry, pour vous, quelles seraient les raisons annoncées, mais pensez-vous, essayons d'analyser, hein, pourrait-il y avoir d'autres raisons justement à ce départ aussi surprenant? Bon, il est clair qu'il y a beaucoup de non-dits dans la décision d'abroger le décret le nommant, parce que c'est comme ça. André a parlé des sémantiques tout à l'heure, mais je pense que dans le format du communiqué, ça ressemble plus à un limogeage, même si d'autres organes de presse disent que c'est une démission et tout. Bon, habituellement... Qu'est-ce qui vous pousse à le dire justement, Barry? C'est juste le corpus. Le président de la République a décidé d'abroger un décret nommant M. Abdourahmane Cissé en qualité de ministre secrétaire général. Donc, ça veut dire que c'est, pour moi, dans la forme telle que c'est formulé là, c'est un limogeage. Maintenant, dans l'appareil d'État, il y a toujours des non-dits dans les décisions de la puissance publique incarnée par le président de la République. Ce n'est pas surtout qu'on communique. Et surtout, quand ça concerne un personnage aussi atypique que le ministre secrétaire d'État à la présidence. Secrétaire général à la présidence, excusez-moi. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a le profil un peu semblable au président de la République. C'est un banquier, c'est quelqu'un qui a fait une carrière internationale, qui est arrivé, c'est vrai, comme Sarah l'a dit, très jeune à des hautes fonctions. Donc, en réalité, c'est quelqu'un qui incarnait, je dirais, peut-être l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Et le poste qu'il occupait, c'est un poste stratégique. Il était numéro 2 de la présidence en réalité. Parce que le secrétaire général de la présidence, c'est un premier ministre bis, tous les dossiers passent par lui. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'aussi jeune, sur le plan politique et sur le plan même biologique, peut laisser passer une opportunité comme ça, sauf si c'est un choix de carrière. André, tout à l'heure, Barry, dans ses propos, disait que l'ex-secrétaire général de la présidence incarnait un certain futur pour la Côte d'Ivoire. Alors, c'est des propos assez intéressants. Pour le camp présidentiel. Bien sûr, pour le camp présidentiel, mais ça, on n'avait pas justement, il n'y avait pas d'annonce ou même d'idée qui pourrait nous faire soupçonner qu'il aurait peut-être un avenir politique. Alors, sur ça, en même temps, Élisée, après, de toute façon, on va faire un autre tour de table, en même temps, Élisée de réagir là-dessus. Est-ce que finalement, cela aussi traduit le fait que peut-être qu'il n'avait pas d'avenir politique là et qu'il ne se sentait plus vraiment dans ce camp-là à ferrailler, à batailler pour des questions politiques, de positionnement politique? Bon, déjà effectivement, hein, comme on l'a constaté depuis hier à l'annonce de ce communiqué, ça a suscité beaucoup de supputation. Moi, comme Barry, hein, je pense que, contrairement à ceux qui pensent à une démission, je pourrais plutôt parler d'un limogeage. Je m'explique, parce qu'on a eu des cas dans ce pays. Vous voyez, quand le vice-président, le tout premier vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Duncan, décide de partir, c'est une démission. Et le communiqué est spécifique et clair là-dessus. Une démission du vice-président. Quand Feu, le premier ministre Amadou Gon, lors du
quand il a mis fin à son premier gouvernement, il a dit une démission. Il a démissionné auprès du président. Le premier gouvernement et le deuxième gouvernement à Madougon, il a démissionné. Mais quand il s'est agi du Premier ministre Patrick Hachi, on a mis fin à ses fonctions. Regardez chaque fois les thèmes qui sont dans les communiqués. Les thèmes, implicitement, nous situent sur la nature de la fin de collaboration. Sur la nature de la fin de la collaboration. Et pour ce cas spécifique, je pense que c'est effectivement un limogeage. C'est les conclusions que vous tirez, c'est sur ça qu'on va poursuivre le débat. Est-ce que finalement, les termes choisis ne cachent pas en réalité beaucoup plus de non-dits, de palabres autour de cette démission? Parce que, est-ce que, selon ce qu'on a aussi entendu sur certaines sources, c'est que c'est un départ qui serait venu du ministre Abdourahmane Cissé. Est-ce que ce n'est pas de nature à fâcher le président, à fâcher donc l'administration Ouattara, au point de dire, bon, finalement, c'est nous qui le congédions? Est-ce que ça ne cache pas vraiment, on va dire, une séparation un peu houleuse? Peut-être, comme je l'ai dit depuis, en tout cas, l'annonce du communiqué, on va dans toutes les supputations. Donc, on peut y aller dans ce sens-là. Mais même si, éventuellement, l'ancien secrétaire général, l'ex-secrétaire général de la présidence, avait émis le vœu peut-être de partir, mais dans la mouture finale, il a été limogé. Peut-être qu'il a émis le souhait de partir, mais la mouture telle que présentée, il a été limogé. Vraiment, il a été limogé. Parce que c'est clair, hein, on dit il met fin au décret. Le décret, là, ça abroge le décret de nomination. Pardon, abroge le décret de nomination. C'est-à-dire ça renie même carrément même le fait qu'on l'ait nommé secrétaire général. Élysée, il décide de partir et on le limoge. Comment comprendre ceci? C'est un paradoxe, justement. C'est ce que je suis en train de dire. On veut garder la main. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il a désiré de partir. Je dis, même si on va sur le raisonnement qu'il aurait souhaité partir, peut-être qu'il a émis le vœu de partir. Ça peut être possible. Mais attends, quand tu collabores avec quelqu'un, même dans nos entreprises, c'est comme ça. Il y a ce préavis-là. Tu dis, bon, je veux partir peut-être, mais on te dit, il y a un préavis. Les tests te permettent quand même de le faire. Dans ce cas de figure, je suppose qu'il peut dire, j'ai une volonté de vouloir partir. C'est une réalité. Mais maintenant, le président, il peut dire, OK, j'ai compris. Mais lui, il prend son bic et puis il dit, bon, moi, je te limoge. Il peut dire non, il a démissionné. Parce que les thèmes sont clairs. Il y a des précédents. Il y a des précédents. Comme les exemples que j'ai cités. On voit qu'il y a des précédents où ils ont été des démissions. Ça a été clairement spécifié. Mais dans ce cas précis, on n'a pas parlé de démission. Il me semble que pour Barry, il y a beaucoup plus de nuances à soulever là. Vous n'étiez pas trop d'accord avec Élysée? Pas que je ne suis pas d'accord avec lui, mais je veux dire que justement, la volonté de démission peut pousser le chef à vous limoger. Pour garder la main, voilà, selon vous pouvez venir de façon formelle, là, l'informer de votre volonté de partir. Et puis, il vous rassure, c'est le chef. Vous savez, il y a toujours un mystère autour d'un chef d'État. Tout à fait. Il n'est pas comme les autres. Donc, il vous fait croire que, voilà, il faut rester... Maintenant, pour vous montrer que c'est lui le chef, il décide de mettre fin à votre fonction. Mais ce qui me... Tout à l'heure, je disais qu'il faisait partie, pour moi, de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Je dis que les secrétaires généraux des présidences, la plupart, quand vous prenez, c'est des gens qui ont une ascension après. Le Premier ministre Patrick Hachi, le Premier ministre Amadou Gon sont passés par là. Même quand vous prenez sur le plan international, un gars comme Dominique de Villepin, il était secrétaire général de l'Élysée avant d'être Premier ministre. C'est vrai qu'il n'a pas pu être président de la République. Le président Abdou Diouf a été secrétaire général de la présidence au Sénégal. Il est devenu président plus tard. Donc, ça veut dire que c'est un poste stratégique. Ne laisse pas ce poste-là qui veut. Il y a certainement eu quelque chose qui s'est passé. Très bien. Mais on n'a pas d'éléments pour dire c'est quoi ce... Sarah, moi, je cherchais quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec certains propos, mais il semble bien que Sarah ne soit pas d'accord avec ça, Christelle. Oui, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut imaginer pendant des heures et des heures si c'est un limogeage ou une démission. Mais après, dans tous les cas, je pense que dans quelques temps, peut-être qu'on aura peut-être plus d'éléments sur ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, il faut s'en tenir aux faits. Et les faits, c'est quoi selon vous? Je ne sais pas, j'ai regardé quand même par curiosité un petit peu la page Instagram du monsieur. Et puis il avait un mot... il a eu un mot très chaleureux et très sympa envers ses anciens collègues, envers le président Alassane Ouattara. Il a remercié tout le monde pour l'expérience exceptionnelle, etc. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être politique, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour le moment, ça a l'air d'être quelqu'un qui a envie de... qui a une expérience politique extraordinaire. C'est vrai qu'il est arrivé très jeune, mais il a quand même fait 11 ans. Et il est peut-être possible qu'une personne, à ce stade dans sa vie, une personne très ambitieuse, etc., ait envie d'avoir un nouveau chapitre, tourner un nouveau chapitre dans sa vie. On ne sait pas si ailleurs, il a
été appelé à des fonctions qui le motivent plus, j'en sais rien, pour peut-être mieux revenir après. Moi, ça m'est déjà arrivé On a un timing quand même, Sarah, avant de terminer. Oui. Juste un mois après donc, la formation du gouvernement Mambé 1. Oui. Est-ce que cela vous dit quelque chose, justement? Alors oui, on pourrait se dire, termine. alors peut-être que voilà, il n'a pas été content de cette nomination, qu'il aurait préféré être. J'ai envie de dire, quand même, à 42 ans, être à un poste aussi stratégique et important, on ne peut pas se fâcher de ne pas avoir été nommé Premier ministre à 42 ans. On sait Je veux dire, qu'il il a le encore voulait. le temps. Probablement, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit une cause pour tout plaquer, à moins d'avoir des raisons plus personnelles Très ou bien. tout simplement l'envie de tourner un chapitre dans sa vie professionnelle. Les analystes j'allais dire, vont continuer donc de se perdre en conjectures sur les conditions donc, de ce départ. Une chose est sûre, Abdourahmane Cissé sort carrément du dispositif d'Alassane Ouattara qu'il avait coopté, rappelez-vous, il y a 10 ans de cela, Sarah l'a dit, et a fait de lui quelqu'un qui a eu un avenir politique qui, là, on le voit, n'est pas sans doute allé à son terme. Il y aura-t-il une surprise, sait-on jamais. Une grande actualité marque en ce moment, on va dire, donc, la Côte d'Ivoire, c'est la question de la santé publique. Et cette question de santé publique concerne la présence de certains médicaments. Et il y a beaucoup d'incompréhension sur ces médicaments de traitement contre le rhume et qui pourraient entraîner des risques d'AVC. Alors, André, octobre 2023, Madame Christelle Ratignier-Carbonel, la directrice donc de l'Agence du médicament français, déclarait ceci: ne les utilisez plus. Il s'agissait donc de Actifed rhume jour et nuit, Dolirum, paracétamol et pseudoépédrine, enfin bref, pas mal de médicaments. Toute une série de médicaments. Nurophène rhume, enfin une série de médicaments qui, voilà, pourraient entraîner des risques d'AVC. La problématique pour nous ici en Côte d'Ivoire, c'est quelles dispositions justement nos autorités sanitaires font face à cette annonce qui, je le rappelle, date d'octobre 2023. Sachant que nous avons une autorité donc, de régulation des produits pharmaceutiques qui existe bien en Côte d'Ivoire, qui évidemment doit être composée de techniciens qui savent ce qui se passe de par le monde. La preuve, le communiqué qui est sorti, donc signé du docteur Hassan Koulibaly, nous dit bien, nous regardons ce qui se passe en France avec les différentes autorités. Alors, est-ce que les mesures adoptées, est-ce que l'attitude, les recommandations faites par la Côte d'Ivoire vont dans le bon sens ou pas? Ou vous dites, écoutez, il y a un peu trop de légèreté. Barry, sur cette question. Bon, moi, je dirais pas qu'il y a un peu trop de légèreté, mais je dirais qu'il faut prendre l'alerte qui a été lancée par les autorités françaises très au sérieux, parce que ce sont des médicaments que pratiquement tout le monde consomme régulièrement. Moi, par exemple, qui suis tout le temps grippé, je prends régulièrement ces médicaments-là. Et quand on dit que l'alerte, c'est sur le risque d'AVC et de trucs, d'infarctus. Aujourd'hui, aller dans les hôpitaux, les AVC, ça tue à grande échelle. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment de prendre nos dispositions pour anticiper? Parce que gouverner, c'est aussi anticiper. C'est une alerte qui a été lancée. Donc, il aurait été intéressant que l'autorité en charge de la gestion des médicaments puisse peut-être commander une étude scientifique pour savoir réellement quels sont les risques encourus lorsqu'on consomme ce médicament. Parce que vous verrez, il y a des citoyens lambda là, qui sont dans la cité qui en consomment et abusivement. Moi, j'ai vu des gens, parce qu'ils avaient mal à la tête, au lieu de prendre un paracétamol, souvent ils prennent 2 ou 3. Et là, on nous parle d'une alerte qui concerne ces produits-là. Donc, il faut prendre à bras le corps ce problème-là, parce que c'est un problème qui concerne la santé publique. Et la santé publique, c'est la responsabilité de l'État. Sarah, justement, réaction sur cette donne qui vient quand même d'octobre 2023 du côté de Paris. Abidjan, comment Abidjan réagit justement par rapport à ça? Avons-nous une réaction? Rien du tout, Sarah? Non, je pense que la réaction, elle a été assez rapide et elle est la même, c'est d'alerter. Par contre, je veux juste rectifier, c'est pas, et je suis tout à fait avec tout ce que tu viens d'énoncer, c'est pas Doliprane, c'est Dolirum, Humex. Oui, en fait, c'est du paracétamol plus un truc en plus pour décongestionner le nez. C'est des médicaments qui ne sont pas donnés sur ordonnance, donc on peut les acheter très librement. D'où le petit problème. Et surtout, le deuxième problème, c'est qu'ils sont souvent étalés sur les comptoirs comme des petits bonbons pour attirer. Non, mais c'est vrai. Et en fait, en France,
C'est un problème qui existe et que l'on sait depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On le sait très bien que ces médicaments créés ont des effets secondaires très néfastes. Maintenant, ils n'ont jamais vraiment réussi à interdire la commercialisation de ces médicaments parce que même si c'est l'agence des médicaments qui alerte, le processus de retrait, il est beaucoup plus complexe. Je pense qu'il y a d'autres agences qui doivent rentrer en compte, celles des médecins, des pharmaciens, etc. C'est un consensus qui est beaucoup plus... L'information aux populations est-elle donnée? L'information, oui, l'information, elle est donnée depuis longtemps et ils ont même interdit en France la publicité de ces médicaments. Mais est-ce que c'est assez? Pas du tout, parce que si je vais à la pharmacie, je peux acheter ces médicaments quand je veux. Ici, on dit la même chose en fait. On fait passer un message d'alerte que ces médicaments, effectivement, ont des effets secondaires peut-être un peu plus élevés que ce qu'ils avaient initialement prévu. Donc on les alerte et on dit même, si vous pouvez ne vous en passer, ne les utilisez pas. Et c'est le message qu'on devrait relayer aussi, c'est ces médicaments-là, c'est juste pour traiter des rhumes simples, voire des rhinopharyngites virales, donc ça peut se guérir tout seul. Donc ces médicaments-là, c'est presque une question de marketing et on le sait aujourd'hui qu'ils sont dangereux. Alors, tous les médicaments ont des effets secondaires, mais ceux-là, on le sait de par des études qui sont en train d'être menées et une fois qu'elles seront complètes, on l'espère, moi ce que je l'espère, c'est que ces médicaments disparaissent des pharmacies. Parce qu'aujourd'hui, on lance l'alerte, mais tout le monde ne va pas forcément la lire, tout le monde ne va pas forcément être au courant et continuer à se rendre dans ces pharmacies et les acheter parce qu'ils sont en première ligne. Quand on rentre, c'est juste derrière les comptoirs. Comme je dis, c'est pas une blague, on peut acheter ça vraiment comme un bonbon. Donc, alerter, je pense que c'est la première étape. Les autorités font leur travail, mais comme le disait Barry, les études, on peut les mener chez nous aussi. On n'a pas besoin d'attendre que les autorités françaises... Et ça, c'est un vrai sujet, parce que d'un côté, on a les alertes que vous venez de nous donner, vous venez de partager avec nous, vous allez répondre à ça, de l'autorité française. Et puis, on a le communiqué, justement, de l'AIRP de Côte d'Ivoire qui dit, finalement, nous, on suit ce qui se passe en France. Est-ce que tout ça, ça vous rassure? Vous êtes comme Sarah, vous dites, il faut que nous-mêmes nous fassions notre propre analyse de la situation ou de l'efficacité de ces médicaments. Dans ce cas de figure, ce qui aurait été juste, c'est que nous-mêmes fassions, ayons la compétence et ayons le laboratoire vraiment pour faire nous-mêmes nos propres analyses. Moi, je pense que ce qui aurait été plus intéressant... Mais les compétences, on les a, Élisée. Bon, quand je dis les compétences et tout, c'est tout un écosystème. Tout à fait, voilà, parce que tu peux aller te former en France, avoir tout ce qu'il faut comme background. Quand tu arrives ici, tu n'as pas l'écosystème. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui peuvent te manquer, donc tu ne peux pas travailler comme il se doit, conséquemment. Moi, je pense, comme je le dis, que ça devrait se faire ici. Peut-être qu'on n'a pas forcément tout l'effectif de l'écosystème, donc il fait qu'on est obligé de nous appuyer toujours sur l'Occident. Mais je trouve quand même le communiqué de l'AIRP, pour moi, responsable. C'est un communiqué responsable. On a très souvent, ici en Côte d'Ivoire, taxé nos autorités de faire du copier-coller de tout ce qui est en France. Généralement, quand une décision est prise en France, systématiquement, en Côte d'Ivoire, paf, on voit un copier-coller. Même souvent sur les lois. Les lois sont souvent alignées même pratiquement sur des lois qui sont semblables à des lois. Et vous pensez que là, ils ne font pas du copier-coller? Non, il ne faut pas. J'explique pourquoi je pense qu'ils ne font pas du copier-coller. Quelle est la différence? Mais justement, il ne faut pas du copier-coller dans la mesure où ils font la lettre 7. Mais ils disent quoi? En France, pendant que des mesures beaucoup plus draconiennes sont prises, ils vous disent quoi? Ils vous disent qu'une réévaluation du rapport bénéfice-risque des vasoconstricteurs est conduite présentement par l'Agence européenne des médicaments. Oui, donc on fait encore appel à l'Europe. Et ces conclusions vont arriver bientôt. Donc ça veut dire que la décision sera prise sur la base des résultats qui vont venir. Je trouve que il y a pas de mal. Je pense qu'il n'y a pas de mal à ça dans le sens où... je trouve que je veux dire, c'est eux les laboratoires, c'est eux qui nous vendent ces produits. Barry veut aller contraire à ce que vous dites. André dit on fait encore appel à l'Europe. Oui. Sur cette En même temps, on les achète de là-bas. La santé publique, normalement, ça doit être un acquis pour tout un État. On a une faculté de pharmacie. On a des départements de biologie à l'université, de biochimie. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut les impliquer dans ce genre de choses. Parce que c'est seules les études. Les études en Occident, on sait ce que les multinationales de la pharmacie, on sait quand même ce que c'est, quel type de pouvoir et d'influence ils ont autour des acteurs politiques en Occident. Mais est-ce que si nous-mêmes on commande nos propres études, on ne pourrait pas être mieux situé par rapport à notre contexte? Barry, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Oui, Barry, ce que tu es en train de dire là, on est dans un monde idéal. Là, on est devant des faits. Les faits aujourd'hui, est-ce que tu as l'écosystème qui te permet aujourd'hui de faire des études, des analyses pour tirer une conclusion? Peut-être que tu as des compétences de certains médecins ou bien de certains pharmaciens, mais est-ce qu'ils ont l'écosystème qui leur permet aujourd'hui de dire tel médicament? Nous avons toute la certitude, ayant suivi un protocole bien établi, émis par l'OMS, que ce médicament n'est pas... Est-ce qu'on a cet écosystème? C'est la question qu'il faut se poser. Si on n'a pas cet écosystème, qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie donc sur l'existant. L'existant, c'est quoi? L'existant, c'est ce qu'il y a à l'Occident. Donc, on se dit, OK, comme des analyses sont en train d'être faites, parce que l'alerte,
c'est vrai, a été donné. Et sur la base de cette alerte-là, des études sont en train d'être menées. On attend donc les conclusions de ces études-là, sur la base duquel on prendra des décisions qui s'imposent. Élisée, permettez à vos camarades de réagir. Ouais, bon, il n'a pas tort dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est aussi une question de moyens, et puis il y a urgence. Aujourd'hui, quand on fait des analyses au laboratoire, qu'on aille dans n'importe quelle clinique ici, il y a des analyses qu'on ne sait pas faire ici et qu'on envoie jusqu'en Europe, parfois même au Sénégal, ça arrive, qu'on envoie jusqu'en Europe et on obtient les résultats parce qu'on n'a pas les compétences encore aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les moyens. Alors justement, Ben, aujourd'hui, c'est vu ça qu'il y a l'indépendance, Barry, comment est-ce que vous réagissez vis-à-vis de cela? C'est En une Côte c'est la d'Ivoire, réalité. en ce siècle-ci, au XXIe siècle, certaines choses sont traitées en Europe et voilà, l'Afrique, comme d'habitude, attend que l'Europe donne le résultat avant de réagir. Et Barry analyse. c'est dommage, je suis peiné de savoir que nos universités on aujourd'hui l'est tous, hein. ne sont pas capables de faire ce genre d'études-là parce que peut-être que le politique ne met pas à disposition tous les moyens. Sinon, l'intelligence, elle est là. Il y a des professeurs agrégés de pharmacie, de biochimie qui sont là. Justement. Donc, pourquoi aujourd'hui, on est encore obligé d'attendre que telle puissance ou tel pays puisse faire une étude et on va utiliser ces conclusions, sachant que l'environnement, il a parlé d'écosystème. L'écosystème français et l'écosystème ivoirien ne sont pas les mêmes écosystèmes. Il y a des réalités spécifiques. Par exemple, prenons seulement la Covid. On nous a dit qu'en Afrique, il y aurait une hécatombe. Jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, je dirais, on n'a pas cette hécatombe. Peut-être aussi par la grâce de notre système de santé, Voilà, vous pensez pas? voilà, Mais non, mais c'est ça n'a aussi rien un à acquis voir, de là, notre par système contre. de santé. Donc vous pas n'êtes que pas la d'accord? réalité- Non, c'est pas ça. On va je pas suis vous d'accord. réconcilier ce soir. Non, c'est pas On ça. va pas vous réconcilier ce soir, les amis. Non, mais on est tous d'accord. On Non, aimerait il a qu'on dit fasse tout l'essentiel, chez je nous. pense. On aimerait qu'on ait tout chez nous, mais c'est juste que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Enfin, je veux dire, le Covid, on a, Dieu merci, peut-être eu une immunité qui vient de je ne sais d'où. On ne le sait pas encore aujourd'hui. On aura peut-être les réponses. Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, c'est un fait. Il y a des analyses qu'on ne sait pas faire. La toxoplasmose, on ne sait pas aujourd'hui la détecter Très ici. bien, On est obligé Sarah. de l'envoyer dans des laboratoires. Donc, il faut donner des moyens pour qu'on arrive à cet idéal. Mais ça. aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il y a une urgence. On doit savoir si ces médicaments sont urgents ou non pour les retirer de la circulation. Donc, On ne on peut pas attendra, attendre 6 ans. Il faut que ça se fasse maintenant. Très bien, Pardon. Sarah, on est un peu coincé parce que moi, j'entends ce que vous dites, mais le fait d'attendre aussi l'Europe, ça nous fait attendre. Enfin, bref, On attendra c'est 6 là aussi. ans. Enfin, on peut va pas attendre que attendre 6 l'Europe ans. soit prête, alors que nous, on aurait pu anticiper. Bon, bref, une chose est sûre, On aurait pu. les scientifiques On l'a pas. doivent nous dire qu'en est-il vraiment de cette affaire, les scientifiques dans le domaine de la pharmacie, Et j'entends. voilà, justement. Qu'en est-il vraiment de la réalité de ces médicaments? Est-ce que finalement on peut s'en passer? Ce sera un autre débat. On évolue dans notre chronogramme puisque nous allons recevoir donc un invité pour nous parler de sport. Papa Guélé, qui est consultant sportif, va nous rejoindre tout de suite pour nous dire un peu qu'est-ce qu'il pense de tout ce qui se passe en ce moment autour des éléphants. Est-ce que les éléphants de Côte d'Ivoire, leurs prestations sont de bon augure pour une issue, j'allais dire, triomphante en 2024? Est-ce que tout ça, c'est rassurant pour l'observateur sportif qu'il est? Il va nous répondre. Bonsoir, Papa Guélé. Alors, moi, j'irai cash, tout droit. Est-ce que vous pensez qu'on devrait s'apprêter justement au soir de la finale, hein, à avoir la coupe, parce qu'évidemment, on sera en finale, à garder la coupe sur les rives de la belle lagune ébriée? Je vais vous décevoir. C'est pas gentil. Oui, allez-y, on vous écoute. Hein. Parce que la normalité footballistique nous dit que le pays organisateur est favori. Ouais. Mais footballistiquement parlant, sur le tapis vert, la Côte d'Ivoire n'est pas favorite. On n'a pas les acquis, les atouts, les joueurs. On a de bons joueurs quand même. Vous avez des bons joueurs, mais aujourd'hui, le football moderne Oui. est basé sur le milieu de terrain. Ouais. Donc, vous avez 3 bons milieux de terrain, mais il y a un seul qui est vraiment d'activité, c'est Sangari Ibrahim. Oui. Ah bah, avant que vous n'alliez Ah plus oui. loin, parce que Christelle pose à juste titre la question, mais on va rajouter les propos donc, du consultant de nos confrères de Canal+, Djelit, qui dit bien, Nabil Djelit, qui dit, écoutez, moi, s'il y a une équipe sur laquelle il faut miser, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, il doit quand même se baser sur des éléments bien assez sûr. factuels, assez concrets, Moi, contrairement à ce que vous dites. Je dirais que son analyse, la Côte d'Ivoire, on la craint d'antan. Sur son passé glorieux au temps de Yaya Touré Drogba, mais pas aujourd'hui. On n'a pas l'équipe enfin, on n'a pas l'ossature de Mais non. l'équipe de Drogba. Non. Mais on a des talents quand même, enfin, le monde entier célèbre certains talents de notre team. Le monde entier. Oui, il brille dans certains Non. championnats. Mais peut-être que vous ne faites pas le constat. Même dans cette CAN, on a une seule, on dirait même grande star, c'est Osimhen. Même le football africain n'a plus de star. Pourtant, pour une grande CAN en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de star. Il n'y a pas d'attraction autour d'un grand joueur.
Bon, le Donc déjà, il n'y a pas de star temps que mondial. je commence à remonter mon capital confiance, je vous laisse On avec a eu de beaux Élysée. matchs quand Élysée. même. Oui, pardon. Non, mais bon, là, tout à l'heure, vous disiez que vous allez nous décevoir. Oui. Vous allez nous décevoir. Moi, je vais me mettre dans la peau d'un médecin, hein, ou du moins, je vais vous mettre dans la peau d'un médecin. On fait le diagnostic. OK, voilà ce qui ne marche pas, voilà ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela puisse marcher afin qu'on puisse garantir effectivement le succès. Bonne Quand question. vous regardez l'équipe Donc je dis qu'aujourd'hui, le football mondial mondiale, est basé sur le milieu de terrain. OK, Vous avez 3 milieux de terrain. Ouais. Il y a Sangaré Ibrahim, qui est vraiment d'activité. Seko Fofana, Seko Fofana, il est bon. Kessié. Kessie est bon, mais ils n'ont pas le niveau en ce moment parce qu'ils jouent dans le championnat de l'Arabie Saoudite. Ah mais non, on ne peut pas dire ça quand même. Je viens. Que le niveau, non, parce qu'en Arabie Saoudite, vous avez quand même aujourd'hui toute même, une oui, pléthore voilà. de bons joueurs, Voilà, donc ça a c'est- élevé le niveau de ce championnat. Ça, c'est ce que vous vous dites. Mais quand la compétition va monter en puissance, les faits seront criants. Physiquement, ils ne pourront pas suivre. Les deux là ne pourront pas suivre parce qu'ils ne jouent pas dans un championnat très attrayant ou vraiment de combativité. Mais si je veux revenir, Oui. je vais vous vous prendre au mot. Quand Oui. on va en 2015, Oui, en Guinée équatoriale, oui. on a un métronome dans le milieu de terrain. Oui. On n'a même pas quelqu'un à côté de lui. Je veux dire, il tourne seul le milieu, il s'appelle Yaya Touré. Mais il nous envoie la coupe. Yaya Touré nous fait un rendement triple XL. Et il était seul dans le milieu de terrain. Et Élysée, Ah bon pour Oui. permettre, Mais il y a personne dans le milieu de à terrain. notre consultant de répondre à la question, c'est que vous parlez de Yaya Touré, c'est vrai, il était à un haut niveau, mais derrière, il y avait Seridier, quelqu'un. Il était Oui, pas seul. non, Mais qu'il n'était pas on dans dit un qu'il est seul, championnat mais qu'il de- n'était pas dans un d'un championnat championnat de qui Suisse, jouait déjà en Suisse. Qui jouait déjà en Europe. Non, non, oui, attention, je le mets pas dans championnat suisse, c'est pas quand même le Jouer en championnat. Europe ne Oui. garantit pas forcément le Non, succès. parce que la condition physique de l'Europe et de l'Arabie Saoudite, c'est différent. C'est-à-dire Est-ce que vous avez suivi les prestations de Seko Fofana sur les deux Mais derniers je le matchs? suis même depuis Lens, comme je dis. S'il Ça, était resté en Europe, je pouvais même miser sur lui. Mais comme il joue en Arabie Saoudite, comme je dis, quand le niveau de la compétition va monter, il ne pourra pas suivre. Kessie est pareil. Tous les autres joueurs du Mali, du Sénégal, tout, ils jouent en Europe. Et c'est des joueurs frais. Quand ça va monter physiquement, ils ne pourront pas suivre. Ok. Bon, moi, personnellement, j'apprécie votre franc-parler, c'est rare, c'est rafraîchissant. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même se dire qu'il y a quelques notes quand même positives à avancer par rapport au premier match éliminatoire contre Seychelles, Gambie, il me semble, et contre... Attends, bon d'accord, le Maroc. Le Maroc est quand même qui a eu un très beau parcours pendant le mondial. Je suis très Demi-finaliste. fière d'ailleurs, demi-finaliste bien sûr. Et il y a eu un match amical. Et honnêtement, je ne suis pas une spécialiste du foot, mais quand même, quand j'ai vu ce match, je me suis dit, il y a quand même un bon niveau. Ils ont tenu tête à mes petits lions de l'Atlas. Je vais encore vous décevoir. Ah. Le Maroc est demi-finaliste du mondial. Ouais. Quand ils viennent jouer un match amical, ils viennent en vacances. Quand ils jouent, ils lèvent le pied parce qu'il n'y a pas d'enjeu. La Côte d'Ivoire joue devant son peuple, ils sont obligés de montrer qu'est-ce qu'ils ont. Et même malgré cela, ils ne peuvent pas Par battre contre, le j'ai Maroc. vu des matchs amicaux, Mais en on se même donnait temps, on va un pas peu se quand référer. même. Quand on J'ai vous vu, écoute, non. on a l'impression qu'on arrête tout et puis on s'assoit et puis Non. on mange, voilà. Il y a des réglages à faire. Oui, mais est-ce qu'on a le temps, selon vous, vous êtes le spécialiste, est-ce que Oui. vous pensez qu'on aura le temps de faire ces réglages-là? Déjà, pour le réglage, vous avez une bonne partie, une bonne part qui est Jean-Louis Gasset. Mais moi, depuis que je suis arrivé, il n'y a que hier que je parlais avec 2 Ivoiriens qui le connaissent vraiment. Sinon, tout le reste, ils te disent non, il ne connaît pas, il ne vaut rien. Parce Et qu'ils le qu'est-ce qu'ils connaissent disent pas. de lui? Ils ne connaissent pas, donc ils disent qu'il est nul. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Élysée Alors va vous qu'il a du relancer. coffre, il a du mérite, il a du métier. Oui. Élysée va vous relancer pour qu'on termine. Oui, tout à l'heure, vous aviez parlé du fait que le football moderne, il faut des milieux de terrain. Et c'est les milieux de terrain, on en a 3, mais 2 qui sont hors de... Mais quand on prend quand même l'ossature aujourd'hui du 11 entrant des éléphants, en dehors de ces 2 qui parfois même font des prestations double XL, La question, Élysée. on se rend compte quand même que tout le reste là, c'est des gars qui évoluent en Europe et qui évoluent dans les championnats quand même, qui sont quand même posés. Mais il y a l'hierarchie du milieu de terrain. Vous n'allez pas les mettre sur le banc de touche. Vous n'allez pas les mettre ces 2 là sur le banc de touche. Vous n'allez pas les appeler, les mettre sur le banc de touche. C'est une réalité. Mais si on estime qu'ils n'ont pas le niveau. Non. Allez. En tous les cas, on voulait justement entendre un peu votre avis parce qu'on l'a entendu ailleurs. Donc on se dit, c'est vraiment une première de venir sur notre plateau. Vous aurez le temps de venir chaque fois pour alerter un Jusqu'à peu la CAN, en tout cas. le monde sportif sur ce qu'on peut appeler les faiblesses que vous détectez donc, de nos éléphants. Nous sommes appelés par des impératifs. Ah oui, on est appelé par des impératifs. Merci d'être venu. Merci. À tout de suite. Depuis lundi, nous sommes des vôtres, vous le savez, comme tous les soirs, de 19h jusqu'à 20h30.
On parle de l'actualité à travers des sujets, je le rappellerai jamais assez, des sujets de société, des sujets économiques, des sujets de politique. Et aussi, on parle des sujets qui concernent l'international et puis parfois la coopération sud-sud, il faut en parler. Et dans ce cadre-là, Christelle, ce soir, nous allons échanger avec l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Abidjan, qui est déjà des nôtres. Et voilà, on est tout heureux de le recevoir. Tout à fait. Alors, Excellence Abdelmalek Kettani, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Vous bonsoir êtes donc, comme André le disait, l'ambassadeur du Royaume chérifié en Côte d'Ivoire et nous sommes honorés de votre présence. Merci madame. Avant d'arriver au débat, enfin à l'échange, à la conversation qu'on aura sur le Téléthon que vous organisez pour les victimes du séisme, on se rappelle bien Sarah, c'était le 8 octobre, Septembre. le 8 Le 8 septembre septembre. dernier. On aimerait quand même avoir votre point de vue sur un petit sujet, mais un grand sujet très important, puisqu'il se tient en ce moment à Dubaï, aux Émirats, donc du 30 novembre au 12 décembre. Ouais. Donc la COP 28, important sujet, une grosse délégation ivoirienne de près de 300 personnes voilà, y séjourne pour justement parler de cette thématique importante pour le monde et pour les pays africains en ce siècle-ci. Et avec tous ces changements, que comprendre de la COP 28 ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que la conférence des parties, la conférence sur le climat, Ouais. qui se tient régulièrement de par le monde, est une conférence qui tend à faire le point sur les avancées dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui est une réalité. On voit le changement de saison un peu partout dans le monde. On voit aussi la montée des eaux de la mer dans certaines régions qui affectent le littoral. On voit les problèmes sur la sécurité alimentaire suite aux sécheresses récurrentes. Et il s'agit pour tous les leaders du monde de se réunir une fois par an pour faire le point. Bien évidemment, il s'agit pour les pays de prendre des mesures importantes pour réduire leur empreinte carbone. Et je parle du Maroc que je sûr. représente ici avec beaucoup d'honneur. Sa Majesté le Roi Codiolassis a pris le devant il y a plusieurs années de cela pour qu'en 2030, le Maroc, son mix énergétique dépasse 50% d'énergie renouvelable. Nous sommes dans l'énergie solaire, l'énergie éolienne et autres, donc pour un peu dépasser cette problématique. Mais le grand problème, c'est la négociation qui doit se passer à l'échelle internationale devant la problématique des grands pollueurs, il faut le savoir. Et l'Afrique, vous touchez globalement, Du doigt, ne touchez son représente que excellence. 4% C'est ça. de la pollution mondiale. Vous touchez, Son Excellence, le point crucial autour duquel nous souhaiterions discuter. On vous fait contribuer à cela. C'est bien sûr cette décision d'indemniser les pays africains. Et justement, c'était une demande depuis, parce qu'on nous disait de réduire d'ici quelques années, donc tout cela à 1,5 degré d'évolution. Comment nous allons pouvoir y contribuer? Il fallait évidemment que les pays africains, qui ne sont pas les plus grands pollueurs, aient un peu plus de moyens d'accompagnement. On aura votre avis là-dessus. Très rapidement, qu'est-ce que vous pensez de cet accord très vite qui est venu à Dubaï, sachant que la presse disait que ce rendez-vous allait être un peu compliqué? Je pense que le monde a pris conscience de la gravité de la situation. Les experts parlent de plus de 1,5%, qui va être une évolution catastrophique de l'évolution du climat mondial. Et il s'agit pour les leaders du monde, qui sont tous réunis aujourd'hui à Dubaï, dont la délégation ivoirienne que vous avez mentionnée, mais aussi la princesse Lalla Hasna, qui est la sœur de Sa Majesté le Roi Codiolassis, qui est là elle-même pour montrer un peu les avancées du Maroc. Mais la prise de conscience nécessite effectivement des investissements très importants, des investissements dans des projets concrets que les pays en développement doivent proposer aux bailleurs de fonds pour leur dire voilà, nous voulons protéger notre littoral, nous voulons renforcer notre couvert forestier, améliorer la gestion des ressources en eau. Je sais que par exemple en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'eau, mais il faut encore les gérer avec les barrages, avec des stations qui peuvent permettre à l'eau d'être utilisée dans l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. C'est très très important. Donc tous ces projets-là doivent être mis en forme. Parce qu'il ne s'agit pas de donner des fonds, mais il faut savoir comment les utiliser à bon escient pour que cela ait des résultats importants, ainsi que l'investissement dans les énergies renouvelables. On en parlait pas plus tard que tout à l'heure avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur l'énergie éolienne et surtout l'énergie solaire, qui est en abondance dans le Nord. Il s'agit de faire les investissements qu'il faut. Sarah, vous avez un avis là-dessus, très rapidement, sur cet accord d'indemnisation?
Oui, alors je pense que Votre Excellence, merci, hein, vous avez très bien résumé, je pense, l'essentiel des points et surtout l'objectif de cette conférence. Alors ça fait plus de 30 ans, hein, c'est pas des sujets qui sont nouveaux, ça fait plus de 30 ans qu'on demande à ce qu'il y ait des compensations pour les pays africains en ce qui concerne les pertes et les dommages qu'ils pourraient subir face au changement climatique. Comme l'a très bien mentionné mon ambassadeur, l'Afrique est quand même le continent qui sera le plus impacté, mais qui pollue le moins. Aujourd'hui, la pollution, voilà, elle est émise en grande majorité par des pays occidentaux, dont il faut savoir que les États-Unis et la Chine, à eux seuls, ils émettent plus de 45% des émissions de gaz à effet de serre, c'est énorme. Donc sans eux, déjà, il ne peut pas vraiment y avoir de conférences et d'accords. Malheureusement, je pense qu'ils ne seront pas présents à la COP28, même s'ils ont émis voilà, un texte avec beaucoup de mesures qui nous donnent beaucoup d'espoir. En tout cas, il y a une avancée quand même assez historique, c'est qu'on s'est enfin mis d'accord sur un texte d'indemnisation des pays les plus pauvres. Enfin. Alors, ce n'est pas à la COP28 que ça s'est fait, ça avance, on est en train de parler des détails opérationnels, mais ça a été décidé déjà dans la COP28 en Égypte l'année dernière. Maintenant, il s'agit de décider quels pays vont participer à cette indemnisation, donc qui va payer et quel pays va recevoir justement ces pertes pour compenser ces pertes et ces dommages. Ça, ce sera Alors ça, c'est le next step. Le next step. Sur ça, Élisée, comment vous pensez que tout ça va se mettre en place avant qu'on aborde la question du Téléthon avec l'ambassadeur? Oui, moi je pense qu'au sortir de cette COP28, il va falloir peut-être que les pays africains négocient un chronogramme clair qui, en tout cas, montre de façon claire comment est-ce que ces indemnisations seront faites dans une période. Parce qu'on se rappelle déjà qu'à la conférence de Paris en 2015, on avait eu beaucoup de promesses, mais qui jusqu'aujourd'hui sont restées comme des vœux pieux. Voilà, donc je crois que les Africains doivent négocier pour sortir vraiment de cette COP-là avec un chronogramme bien clair. Barry, vous partagez l'avis d'Élisée? Non, moi, j'irai plus loin. Au-delà du chronogramme, je pense que les Africains eux-mêmes doivent prendre leurs responsabilités parce que cette histoire de conférence de COP, ça date depuis 1992. On a vu qu'en 2015, il y avait un acquis, les États-Unis avaient accepté. Le président Trump est venu sortir de l'accord comme ça. Donc, ça veut dire que l'accord, il est sujet aux humeurs de certains chefs d'État qui sont les pollueurs. Donc, est-ce qu'on va encore prendre ça pour argent comptant? Je dis non. Il faut que le continent africain, au niveau de l'Union africaine, il faut prendre nos propres dispositions. Je ne dis pas qu'il faut sortir de la COP, mais les solutions africaines, parce que c'est nous qui sommes les victimes. Quels sont les pollueurs? Ils ont l'arme nucléaire, donc ils décident de faire ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, quand on voit la réalité géopolitique avec la guerre en Russie, comment dire, les gaz à effet de serre américains, rappelez-moi l'énergie nucléaire, le gaz américain, là, le gaz de schiste. Le gaz de schiste américain, tout ça, ça va contribuer à encore polluer et à créer d'autres problèmes. Bien, donc ce sont les grands pays qui posent problème. Très bien. Vous l'avez dit, vous avez dit les grands pays posent problème. On espère que ce pas-là sera suivi par d'autres plus importants pour que justement nous ayons les moyens et surtout, comme l'a dit son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, que nous mettions en place de vrais mécanismes, parce que le tout n'est pas d'avoir des moyens, c'est d'avoir justement une vision de savoir ce que nous allons en faire. À propos justement de ce que font les grands pays, il se trouve que nous, les pays du Sud, nous faisons aussi des choses. C'est le cas de cette solidarité qui est en train de se mettre en place ici en Côte d'Ivoire, à l'initiative justement des deux pays. À la preuve, nous avons ici son Excellence Monsieur l'Ambassadeur pour dire, bon, écoutez, il y a eu un séisme au Maroc, ça a impacté beaucoup de populations parfois vulnérables. Comment ici en Côte d'Ivoire, on peut montrer qu'on est solidaire, et c'est le sujet justement qui emmène l'ambassadeur à cette émission. Alors on le disait à l'entame de notre entretien avec son Excellence, un concert, André, et un téléthon pour les victimes de ce séisme qui a fait tant de ravages au Maroc. Alors présentez-nous un peu le projet, Excellence. Alors tout d'abord, il faut savoir que la relation entre la Côte d'Ivoire et le Maroc est une relation fraternelle, et il s'agit aujourd'hui de célébrer cette relation à travers ce concert de la fraternité qui s'appelle le concert de la fraternité ivoiro-marocaine, comme ça se passe en Côte d'Ivoire, donc c'est ivoiro-marocain. Et on en profite pour aussi apporter une aide concrète aux sinistrés du Haouz, de la région qui a été impactée. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un répondant très favorable. Nous attendons 5000 personnes environ au Parc des Expositions le 15 décembre prochain pour pouvoir donc assister à ce très beau spectacle qui sera animé par les plus grandes stars, parmi les plus grandes stars de Côte d'Ivoire et des stars du Maroc qui viennent spécifiquement pour ce concert à titre gracieux pour montrer leur solidarité et apporter aussi leur art à leurs frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Donc c'est un moment de symbiose qui nous permettra tous ensemble de vivre une très belle soirée, mais aussi montrer
que nous sommes solidaires de tous nos frères et sœurs qui ont été affectés par le terrible tremblement de terre du côté dans les régions avoisinant Marrakech et même plus bas dans le sud du Maroc. Vous le dites, il était important que nous fassions preuve de solidarité, mais la question que je me pose, c'est ça, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la solidarité soit portée comme ça dans des territoires sud, pour vous, ça accroît encore plus l'importance de ce geste? Absolument, c'est la coopération sud-sud, comme vous l'avez mentionné. Ouais. Elle est mutuellement profitable et comme on l'indique, donc elle doit être dans les deux sens. Et je pense qu'aujourd'hui, nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire sont appelés à venir nous soutenir, sont appelés à venir partager avec nous ce beau moment de spectacle avec des artistes de très haut niveau, mais aussi apporter une contribution éventuelle à ce terrible événement qui a secoué mon pays. On avance bien, les choses avancent bien, mais il s'agit de montrer que la Côte d'Ivoire est avec nous. C'est clair. Sarah, réaction? Oui, il y a une petite Contribution. question. Oui, je suis curieuse de savoir combien y a-t-il de Marocains aujourd'hui en Côte d'Ivoire et est-ce qu'ils sont bien intégrés? Est-ce que tout se passe On bien? est autour de 8000 maintenant, donc 8000 Marocains qui sont établis. On a toutes les catégories socio-professionnelles, du PDG de banque aux commerçants, aux employés d'entreprises diverses et variées. Donc on a une belle communauté qui est soudée, qui travaille bien et qui est très bien intégrée dans le tissu ivoirien. On remercie bien sûr tous nos frères ivoiriens qui sont connus pour leur hospitalité légendaire. Quand elle dit ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, quel va être, eux, comme ça, leur apport, toute cette Contribution, communauté-là, voilà. leur contribution, parce qu'ils doivent regarder vraiment comment ils apportent un peu de soutien Ouais, à leurs tout à frères de fait. là-bas. Et comment ils se mobilisent en ce moment? Alors, ils sont en train de se mobiliser pour venir, bien sûr, en masse à ce concert, mais également inviter tous leurs amis et leurs connaissances autour d'eux pour venir apporter leur soutien et pourquoi pas contribuer dans le Téléthon à apporter une contribution, si modeste soit-elle. C'est dans ces moments-là qu'on veut sentir la fraternité de nos frères et sœurs ivoiriens et aussi de nos compatriotes établis en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Barry? Alors, monsieur l'ambassadeur, après le terrible drame qui a touché le Maroc le 8 septembre dernier, où en sommes-nous avec le niveau des reconstructions des parties du pays qui ont été touchées par le séisme? Eh bien, il y a eu 3 phases, comme vous le savez au début. Donc, il s'agissait d'apporter le secours et le réconfort aux blessés et aux personnes affectées par le séisme. Et dès le premier jour, Sa Majesté le Roi a donné ses instructions pour que les forces armées royales interviennent, que tous les corps habillés, comme on dit ici, s'impliquent. Effectivement, ça a été formidable. En plus, la société civile marocaine s'est aussi mobilisée de façon très forte du sud au nord du pays, de l'est à l'ouest, des provinces du sud jusqu'à Tanger, de Casablanca jusqu'à Oujda, etc., pour apporter des camions et des tonnes de vivres à ces sinistrés. Aujourd'hui, l'heure est à la reconstruction. Il y a des programmes qui ont été mis en place sous l'égide de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, pour reloger les personnes, pour les assister financièrement, pour retrouver un logement temporaire, en attendant que les constructions se fassent dans les prochains mois et dans les prochaines années, parce que c'est quand même 50 000 logements qui ont été endommagés partiellement ou totalement par ce séisme. Donc c'est un séisme de très grande ampleur, qui a de plus de 6 sur l'échelle de Richter, donc ce qui est pas rien. Mais le Maroc a fait face, a été donc solidaire, et aujourd'hui on attend la solidarité de nos frères marocains ici bien sûr, mais aussi de nos frères et sœurs ivoiriens. Élisée. Voilà, il est de notoriété que les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sont excellentes. Et bien évidemment, les Ivoiriens voudront participer à ce téléthon. Concrètement, comment cela va se faire? Est-ce que c'est un don, c'est des numéros verts? Comment ça va se matérialiser concrètement? Alors, des gens demandent à nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire de venir au spectacle, qui est un grand spectacle. Il y a des billets qui varient entre 15 000 et 100 000. 100 000, ça va être plutôt pour les officiels, etc. Mais il y a des billets. Donc en prenant un billet de 15 000, déjà vous avez fait une contribution et vous allez passer une excellente soirée. Et après, il y a les numéros, donc Move Money, Orange Money. Nous remercions Live TV de projeter le concert en live et qui permettra aux spectateurs d'apporter 2 000, 3 000, 5 000. Voilà. Et donc, sur ces contributions multiples et par milliers, j'espère, apporteront une cagnotte relativement respectable pour que nous puissions transmettre ça aux autorités. Excellence, en du dehors Maroc. de cette soirée, est-ce que si la solidarité devrait continuer des Ivoiriens, parce qu'ils sont extraordinaires, ils vont vouloir certainement participer, est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place à cet effet? Bon, ça sera les comptes Orange Money, mais il y a aussi le compte 126 qui est logé auprès de l'ambassade, où les gens peuvent venir
donner un chèque ou de l'espèce, etc., contre un reçu bien évidemment, pour pouvoir être transmis immédiatement au compte dédié à cet effet, conformément aux instructions de notre souverain. Très bien. En tout cas, dernière question. Il y a des artistes marocains qui sont dans l'affiche. Ils sont combien qui vont effectuer le déplacement, qui viennent du Maroc? Bon, il y a Douzi, qui est une des grandes stars du Maroc, qui vient de Belgique. Il habite en Belgique, mais il travaille dans toute l'Europe et au Maroc. Nous avons Ahmed Sultan, qui est une star au Maroc, qui est basée au Maroc, mais qui travaille aussi dans le monde entier. Et la jeune Jeanne Bougrine, qui est une artiste qui fait de l'art, de la musique contemporaine, comme les autres d'ailleurs. Et donc, ça va être une Et soirée puis, très animée. le lien de tout cela, c'est évidemment Wallace qui permet Bien justement évidemment, à ces deux Wallace. peuples de dialoguer culturellement. Voilà, En fait, quoi, ça c'est fait l'ivoire au plaisir. marocain. C'est l'ivoire au marocain. C'est Ça, notre ça, frère ça qui fait plaisir. la jonction entre fait la les deux. jonction. Exactement. Et on le salue ici Culturel, parce que oui. vraiment, il a fait un travail de mobilisation et d'implication dans ce projet. Et je salue aussi toute l'équipe de Live TV et de Nouvelle Soda pour leur aide formidable. Et aujourd'hui, on est très confiants quant au succès de cet événement. Nous attendons bien sûr 5000 personnes, mais aussi l'ensemble des gens qui voudront contribuer à cet effort de solidarité. En tout cas, la culture est le moyen par excellence pour permettre au peuple de parler la même voix. Je pense que ce concert-là devrait connaître un succès, en tout cas, comme vous l'espérez. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Keitani. Merci. Et nous invitons tous les Ivoiriens, tous nos téléspectateurs, tous ceux qui sont ailleurs. Il y a des Marocains, artistes qui vont venir d'ailleurs. Ben, si vous êtes en France ou aux États-Unis, ça vous touche, vous pouvez venir faire justement la petite fête avec tous vos frères pour participer à la compassion du peuple marocain. Merci, Excellence, d'être Merci, venue. madame. Bah, écoutez, c'est le week-end, parce que vendredi, on est à la porte du week-end. Et quand c'est le week-end, on est content, un peu plus content que les autres. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à être avec vous durant cette semaine. Depuis lundi jusqu'à maintenant, nous avons pris plaisir à être chez vous chaque jour à partir de 19h. Merci à Barry, merci à Sarah, Élisée Boloubeux, merci d'être venue. Merci aux équipes rédactionnelles, aux équipes techniques d'avoir travaillé d'arrache-pied pour la bonne tenue de ce programme. Nous, on se retrouvera par la grâce du Tout-Puissant lundi, André. Lundi, on sera là. Voilà, et puis d'ici là, portez-vous bien. Et comme j'aime à le dire, les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.